Dans son roman Passion fixe, l'écrivain français Philippe Solers décrivait le tournant comme suit. Le tournant peut surgir de façon subite. Une force fait signe, un soutien survient, une alliance qu'on n'attendait plus se décide. Mais rien n'est fatal ni définitif. Vous voyez où je veux en venir ? « 42 secondes. Il s'agit de l'écart final entre le duo Verstappen-Hamilton et le troisième homme du Grand Prix, Sergio Pérez, sous le drapeau à damier à Austin. Inutile de dire qu'une fois de plus, et particulièrement ce week-end, l'éclat de nos deux champions a porté ces derniers dans une autre dimension de l'espace et du temps, créant ainsi un vide sidéral autour d'eux. Et si certains regretteront que Lewis ait été à court de pneus arrière lors des 5 dernières boucles, privant peut-être les spectateurs et téléspectateurs d'une nouvelle passe d'armes, ne boudons toutefois pas notre plaisir. Car l'affrontement tactique entre la Red Bull numéro 33 et la Mercedes numéro 44, à défaut d'avoir été explosif, n'en a pas été moins de très haute tenue, puisqu'il n'a fait que souligner, comme si cela était encore nécessaire, la perfection absolue du pilotage de nos deux rivaux au Texas. De sa P2 sauvée in extremis le samedi au détriment de Pérez, à son départ tonitruant le lendemain, Lewis frappait déjà fort et s'installait confortablement dans la position qu'il préfère, à savoir celle du chasseur. Mais voyant qu'il ne disposait d'aucun moyen de contrer l'undercut de Max et de Red Bull à l'issue du premier relais, le septuple champion du monde s'est vu contraint d'allonger ses deux premiers relais pour avoir une chance de manger Max tout cru avec des gommes bien plus fraîches en fin de course. Pour ce faire, Hamilton a produit une série de tours en gomme usée qui confine à l'écœurement tant le Britannique semble capable de sublimer l'usure de ses trains à chaque fois que l'enjeu s'y prête. Et à front renversé, Max aura produit une sorte de Bahreïn 2021 inversé, après un deuxième arrêt anticipé qui l'a condamné à tenir jusqu'à la fin du Grand Prix. Mais comme son camarade de jeu, la maîtrise de la dégradation de ses gommes 9 tours plus vieilles que celle de Lewis fut telle qu'elle laisse sans voix. Et en l'espace de ces quelques ultimes tours, on retrouvait les fines tactiques défensives que Max avait employées en vue d'empêcher Kimi Räikkönen de s'emparer du DRS et ainsi lui chipper sa première victoire en carrière en 2016. Sauf que la piste d'Austin n'est pas Barcelone et le Kimi de 2016 n'était pas le Lewis Hamilton déterminé que nous connaissons aujourd'hui. L'exploit du Néerlandais en cette fin de course n'en est donc que plus fort, mais dans sa construction même, la victoire de Max fait état d'un nouveau cap psychologique franchi par le Néerlandais. En témoigne une absence totale de panique à l'issue d'un vendredi pourtant compliqué pour Red Bull, une sérénité inébranlable même après avoir perdu le leadership au départ, et une capacité de plus en plus manifeste à comprendre les tenants et les aboutissants du Grand Prix depuis son cockpit. Pour toutes ces raisons, il me semble que la 8e victoire de Max cette saison pourra donc s'apparenter à un tournant symbolique du championnat, au-delà des considérations comptables. Battu dans son jardin américain après des années de domination, un peu renfrogné dans son langage corporel et surtout désenchanté par les perspectives prometteuses d'un vendredi hégémonique sur une piste qui aurait dû convenir à sa Mercedes, Lewis, sans pour autant jeter l'éponge, bien au contraire, sans peut-être poindre la fin du nerf. Car à Austin, Hamilton a tout simplement regardé Verstappen faire son Hamilton. Donc, comme l'aurait écrit Solers, le tournant semble arriver de façon subite, mais rien n'est fatal ni définitif. D'autant que les alliances décisives que l'écrivain français décrit dans Passion vive semblent fonctionner par intermittence. En témoigne le week-end des porteurs d'eau. Sergio Pérez a ainsi fait une Valtteri Bottas, en se qualifiant bien tout en étant incapable de suivre le rythme des deux fous furieux le dimanche. Et Valtteri Bottas a fait une Sergio Pérez en partant trop loin pour pouvoir aider son chef de file, tout en ne parvenant pas à dynamiter le peloton, bien qu'on lui concède que sa deuxième pénalité moteur en 4 courses, qui est inquiétante pour la fin de saison de Mercedes, ne l'a clairement pas aidé et interroge d'ailleurs sur la capacité de son voisin de garage à aller au bout de la saison avec ses composants actuels. Derrière, si rien n'est fatal ni définitif, un parfum de tournant règne tout de même pour la P3 constructeur. Entre McLaren et Ferrari, le orange semble virer peu à peu au rouge depuis que la Scuderia Ferrari a introduit une nouvelle unité de puissance qui produit des merveilles et qui pour la première fois confère un avantage net au cheval cabré. Charles Leclerc s'est ainsi retrouvé esselé pour une 4e position discrète, mais qui ne doit surtout pas faire fi d'un rythme à la fois stratosphérique et inquiétant par rapport à ses concurrents directs. Tandis que Sainz, moins avantagé par la stratégie, s'est débattu comme il a pu face aux deux McLaren Boys. Mais si
l'Espagnol est resté devant son copain Lando, passé un peu au travers de son week-end, il n'a pu se défaire de Daniel Ricciardo. La faute, premièrement, à la robustesse de l'Australien qui termine solide P5 sur une piste très significative pour le regain de confiance. Deuxièmement, la faute à un nouvel arrêt calamiteux de la Scuderia, décidément c'est un pléonasme, qui fait perdre à Carlos 5 bonnes secondes. Et il est évident que ce genre d'aléa coûtera cher lorsqu'il s'agira de faire les comptes en fin de saison. Et en parlant de galères espagnoles, comment ne pas évoquer le cas Fernando Alonso qui aurait pu prétendre à la citation du jour, à savoir « faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais ». Le double champion du monde espagnol s'est d'après moi rappelé au mauvais souvenir de tous ce week-end, avec un penchant pour la politique polémique caractérisé par la poursuite de sa croisade contre les limites de la piste et l'inconstance des commissaires en la matière. Alors que la règle sur les dites limites de piste soit fumeuse, je crois que personne n'en disconvient vraiment. Mais en se plaignant d'une manœuvre de Kimi Räikkönen qu'il commet lui-même 10 tours plus tard avec bien plus d'outrance sur Giovinazzi, Fernando se discrédite davantage lui-même qu'il n'attaque la FIA. Cette croisade, le taureau des Asturies l'avait conceptualisée en Autriche, avant d'en poser les jalons lors du départ en Russie. Mais en agissant de la sorte, Alonso ne brasse que du vent, et pour paraphraser l'excellent édito de Fabien Gaillard de motorsport.com, que je vous invite à lire, il devient un mauvais avocat pour une cause juste. Et pour conclure sur les cas Alfa Romeo, Alpine et Aston Martin, petite mention spéciale à Sébastien Vettel qui se rattrape de ce que j'ai considéré être une bévue en Turquie pour aller empocher un petit point bien mérité, notamment auprès d'un dépassement somptueux sur George Russell. 380 000 spectateurs sur un week-end, une stratégie marketing et de communication qui tourne à plein régime, et un rajeunissement net des spectateurs visible à l'œil nu. Certains se féliciteront de la mue de la F1 ces dernières années, d'autres déploreront la Netflixisation des nouveaux aficionados. Toujours est-il que le bilan de Liberty Media s'est trouvé sous nos yeux à Austin en cette fin octobre 2021. Dans ce contexte, c'est la catégorie reine du sport automobile elle-même qui se trouve à un tournant de son histoire. Après avoir écumé l'Europe et tenté avec plus ou moins de succès de conquérir l'Asie et le Moyen-Orient, la F1 semble enfin poser un pied ferme sur une immense nation de sport automobile qui l'a toujours frileusement accueillie, les États-Unis. Preuve en est, le prochain Grand Prix des États-Unis ne sera pas à Austin dans un an, mais bel et bien à Miami dans un peu plus de 7 mois. Alors oui, d'après Solers, le tournant peut surgir de façon subite, et le Grand Prix des États-Unis sur le quota en a été l'expression. Mais quand sera-t-il fatal et définitif ? Eh bien, début de réponse à Mexico. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Alors j'attends avec impatience vos commentaires en dessous de la vidéo, ainsi que vos likes, dislikes, partages, abonnements et tout le tralala, mais seulement, je dis bien seulement, si le cœur vous en dit. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !